Salut les brasseurs! Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau format avec vous. Ça va être sous forme de présentation PowerPoint, un peu, enfin en tout cas ce qui pourrait s'en apparenter. Et l'idée c'est de vous donner un contenu un peu plus théorique, on va dire. Ça va être l'objet d'une nouvelle série, donc parmi les autres que j'ai déjà. J'avoue que j'ai pas encore vraiment trouvé de nom, donc si vous avez une idée de nom que vous pourriez me donner, ben n'hésitez pas. Vous aurez peut-être plus d'idées à la fin de cette vidéo, et bon, je vous l'annonce déjà maintenant. Donc voilà, donc on va commencer cette série par une introduction à la fermentation. Donc ça va être des choses plutôt basiques autour de la fermentation que j'ai tirées de plusieurs sources, que je vous détaillerai plus en fin de vidéo. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner, et une fois que c'est fait, c'est parti. Pour démarrer cette introduction à la fermentation, je trouvais ça intéressant de commencer avec une citation de John Palmer, donc, qui a écrit notamment le livre très important sur le brassage qui s'appelle How to Brew, qui dit la chose suivante, donc une bonne fermentation d'une mauvaise recette va donner une meilleure bière que une mauvaise fermentation d'une bonne recette. Donc je pense qu'avec ça, ça résume quand même pas mal l'importance que peut avoir la fermentation dans la création d'une bière. Ok, donc en gros la fermentation pour un simple mortel c'est ça, donc j'ai pris tout simplement la définition basique de Google, donc qui nous dit que la fermentation c'est tout simplement la transformation sous l'influence d'enzymes produites par des micro-organismes, et on peut aller dans une définition beaucoup plus poussée, donc là ça va être selon Emden, Meyerhoff, Parnasse, qui décrivent en fait toutes les étapes de la fermentation, donc qu'on appelle la glycolyse. On va s'attarder un peu plus là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, donc pour que vous voyez que effectivement la fermentation ça peut être aussi basique et aussi compliqué qu'on veut le voir. Et donc pour cette introduction à la fermentation, l'idée ça va être d'essayer de trouver un entre-deux pour que ce soit pas trop basique, mais qu'en même temps on apprenne quand même des choses sur la fermentation, c'est quand même un peu le but. Donc en gros, un brasseur de base, ce qu'il sait, c'est que la fermentation, c'est la levure qui va manger du sucre. Par contre, une bonne fermentation, là ça va déjà être un peu plus détaillé, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une levure saine, de bon sucre, d'oxygène, de nutriments, de contrôler la température, ce qui est très important, on va le voir par la suite, et de contrôler notre processus. Donc avec ça, on aura une bonne fermentation. Donc là, je vous ai mis un petit résumé justement de comment va se diviser cette vidéo. On va d'abord s'intéresser à la levure, puis au sucre, ensuite à l'oxygène, ensuite aux nutriments, après on va voir les systèmes de fermentation, après on va voir la température, et on va finir par le contrôle du processus. Donc comme je viens de vous dire, on va d'abord s'intéresser à la levure. C'est vrai qu'on dit souvent que le brasseur fait le mou et que c'est la levure qui fait la bière. Là, dans le livre Yeast et aussi dans le livre Technology, Malting and Brewing, les deux auteurs nous indiquent bien que la levure, elles sont contre-fous de votre bière. En fait, tout ce qu'elles veulent, c'est consommer, entre autres, son sucre, et justement ce qu'elle va créer et ce qui nous intéresse nous pour notre bière, donc aussi bien l'éthanol, donc l'alcool qu'elle va créer, que les composants aromatiques qu'elle va créer, en fait pour elle c'est des toxines, donc c'est en fait des excrétions qu'elle rejette de son corps. Donc voilà, donc ça c'est important déjà de le voir un peu plus sous cette forme-là. Et donc la levure, elle va convertir le sucre en alcool, en dioxyde de carbone et en d'autres composés, donc par exemple comme là je venais de vous parler, en composés aromatiques, donc on va avoir par exemple les esters, les phénols, etc. Donc c'est important de savoir qu'il existe un nombre incalculable de levures dans le monde, on en trouve partout, dans la terre, dans l'air, sur nous, sur nos animaux de compagnie, sur n'importe quel objet qu'on peut toucher. Mais c'est vrai qu'au niveau de celles qui vont nous intéresser, on a un nombre quand même assez restreint par rapport à, comme je vous le disais, toutes les levures qu'on a existantes dans le monde. Et donc ce qui est important de savoir au niveau des levures, c'est que quelle que soit la levure qu'on va utiliser pour notre bière, il faut qu'elle soit saine et il faut qu'on l'utilise en nombre suffisant. Donc d'ailleurs au niveau de... pour savoir quelle quantité de levure je vais utiliser
pour fermenter ma bière. Je vous conseille d'aller voir, là, je vais pas trop m'attarder là-dessus puisque j'ai déjà fait 2 vidéos qui en parlent, donc ma vidéo sur comment faire un starter et ma première vidéo sur ma triple. Donc là je mettais à l'échelle une recette de bière triple, donc c'est la partie 1 si ça vous intéresse, je les mettrai en description. Ce qui est intéressant de savoir aussi c'est que la levure appartient au règne des fungi, donc en gros c'est les champignons en résumé, et donc nous vraiment le genre de levure qui va nous intéresser, donc d'ailleurs ça va aussi bien intéresser les brasseurs que les vignerons ou les distillateurs, ça va être les Saccharomyces. Et donc dans les Saccharomyces on a donc 2 sous-genres, on va avoir le Saccharomyces pastorianus qui va en fait désigner les levures lager et les Saccharomyces cerevisiae qui va dénominer les levures ale. Donc là juste pour un petit aparté, c'est vrai que apparemment auparavant il y a eu un petit débat au sujet de que les pastorianus appartiendraient aux cerevisiae, mais apparemment c'était un petit débat comme je vous le disais, mais au final tout le monde s'est mis d'accord à peu près pour séparer ces 2 levures et que donc ce soit vraiment 2 choses distinctes et pas l'une qui appartient un peu à l'autre. Et voilà, donc au final on se retrouve avec ce petit schéma très schématique, hein, donc voilà, pour voir à peu près où on en est au niveau des levures qui nous intéressent en tant que brasseur. Comme tout être vivant, la levure a besoin d'énergie pour mettre en place les processus qu'elle va devoir mettre en place. Donc par exemple, on va avoir la formation de nouvelles cellules, l'absorption et l'assimilation des substances présentes dans son environnement. On va avoir aussi par exemple l'excrétion des composés non nécessaires, donc c'est un peu ce dont je vous parlais en début de vidéo. Et on va avoir par exemple aussi l'acheminement des substances jusque dans la cellule pour pouvoir se multiplier. Donc justement, donc là on va passer au sucre. Donc les principales sources de sucre qu'on va avoir dans le brassage, ça va être bien sûr donc c'est le sucre qu'on va obtenir pendant l'empâtage, donc ça va être principalement le maltose. On va pouvoir également en rajouter directement dans la cuve et même pourquoi pas dans le fermenteur. Alors attention au type de sucre avec lesquels vous allez travailler parce que ça va affecter directement la fermentabilité de votre mou. On dit d'ailleurs que travailler avec des sucres simples, ça va être plus facile, on va avoir une meilleure fermentabilité que si on travaille avec des sucres complexes. Après, on peut dire également que le type de sucre va affecter le goût de notre bière. Alors bien sûr on pourrait dire ça en prenant pour exemple que oui, si on va mettre du sucre candi plus foncé, on va pouvoir avoir des notes de prunes, de fruits secs, etc., des notes torréfiées, des notes qu'on retrouvera pas forcément avec du sucre de table par exemple, mais là c'est pas vraiment cette idée-là que je veux amener avec cette idée que ça affecte le goût. Moi avec cette phrase-là, je veux plutôt en venir sur le fait que si on a un taux très élevé de glucose, on va avoir une plus grande concentration d'ester dans notre bière, et si on a une plus grande concentration d'ester dans notre bière, on va avoir plus facilement des créations de faux goûts. Donc par exemple, on pourrait avoir l'acétate d'éthyle qui est responsable des goûts comme le solvant, ou on pourrait avoir également l'acétate d'isoamyle qui est responsable des goûts de banane notamment. Et donc bien sûr, à l'inverse, si on a un taux plus élevé de maltose, on aura une concentration plus faible de ces esters. Ensuite, je voulais parler un petit peu des nutriments et précurseurs aromatiques, mais concernant le sucre. Donc c'est vrai qu'en général, de base, pour un brasseur, on va utiliser plutôt de l'orge maltée. Après, c'est à nuancer parce que par exemple, en Afrique, apparemment, on utilise pas mal le sorgho, et apparemment ce grain est de plus en plus en vogue en Amérique du Nord parce que c'est un grain sans gluten, donc il y a une bonne alternative pour faire une bière sans gluten. Après, bien sûr, on peut avoir des ajouts de blé, de maïs, d'avoine ou de riz, par exemple. Et au niveau du sucre qu'ils vont apporter, c'est vrai que ce sera assez équivalent que de travailler avec du malt de base, puisque on aura le même type d'amidon, et donc même si eux ils n'ont pas l'enzyme pour transformer cet amidon en sucre comme on travaille forcément avec également du malt de base, l'enzyme justement présent dans ce malt de base va pouvoir transformer l'amidon de ces différents grains. Mais là où ça va changer quelque chose au niveau de ces grains différents qu'on va rajouter dans notre recette, c'est que il faut prendre en compte que l'amidon complémentaire qu'il va apporter n'aura pas forcément les mêmes nutriments et précurseurs aromatiques. Et donc ça pourrait affecter notre fermentation, et indirectement ça pourrait également affecter les saveurs et arômes de notre bière.
Et donc ce processus de fermentation, il commence par la dégradation du glucose dans le cytoplasme des cellules de notre levure. Donc vous pouvez admirer ce beau schéma très schématique d'une cellule de levure. Donc voilà, en gros là j'ai juste représenté la paroi cellulaire, le noyau, et donc pour que vous puissiez situer le cytoplasme qui est donc ce qui se trouve entre le noyau et la paroi, très schématisé. On a d'autres choses, mais là voilà, c'était juste pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. Et donc une fois que ce glucose va se dégrader dans nos cellules, on va avoir toute une série d'étapes complexes, voire très complexes, qui vont se mettre en place pour finir par produire du pyruvate ou de l'acide pyruvique qui va lui-même se transformer en éthanol ou en alcool. Et donc c'est la glycolyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici représentée dans le livre Technology, Brewing and Malting de Wolfgang Kunz. Pour mener à bien toutes ces étapes de la glycolyse, donc la levure va avoir besoin de sucre et également d'oxygène. Donc là, on va s'intéresser à ça. Donc l'oxygène est indispensable pour le début de la fermentation. Et donc la levure aura également besoin de cet oxygène pour ses stérols. Donc les stérols, ce sont des lipides, c'est une sorte de lipide. Et elle utilise ces derniers pour garder ses parois cellulaires souples. Et ça, donc ça va bien sûr aider dans la multiplication de ces cellules et également pour avoir des cellules saines. D'où la nécessité d'oxygéner son mou après le refroidissement et avant la fermentation. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai pour les bières à densité initiale très élevée et les lagers. Alors attention quand même, parce qu'il est possible de trop oxygéner son mou très schématiquement, si vous oxygénez trop votre mou, vous allez avoir une trop grande multiplication de vos cellules et de là on va avoir plus de génération de sous-produits et du coup on aurait une fermentation moins idéale. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va s'intéresser aux nutriments. Donc il faut savoir que pour avoir une fermentation riche et nourrie, on va dire, la levure a besoin de toutes ces vitamines et de tous ces minéraux. Donc voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Donc par exemple, il faut savoir qu'un mou entièrement à base de malt va nous apporter une grande partie de ces nutriments et minéraux. Donc par exemple, ça va nous apporter de l'azote. Au niveau des minéraux, on va avoir du phosphore, du sulfure, du cuivre, du fer, du zinc, du potassium, du calcium et du sodium. Et au niveau des vitamines, on va avoir du riboflavine, donc c'est la vitamine B2, de l'inositol, donc ça va être la vitamine B7, et de la biotine, donc qui est la vitamine B8 ou BH. Alors attention quand même, parce que si vous travaillez avec une levure recyclée ou si vous avez une densité initiale élevée, il est quand même conseillé de rajouter des nutriments dans le mou. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé de rajouter du nutriment à base de zinc dans certaines recettes. Et également, ce qui est conseillé, c'est de bien du coup calculer la quantité de levure dont vous allez avoir besoin. Donc encore une fois, là, vous pouvez aller voir les différentes vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet. Ensuite, au niveau des systèmes de fermentation, donc selon le matériel de fermentation qu'on va avoir, on peut avoir différents résultats. Alors c'est vrai qu'auparavant, ce qui était privilégié, c'était de fermenter à l'air libre, donc c'est encore quelque chose que, par exemple, qu'on va retrouver dans certaines zones de Belgique pour fermenter les lambics notamment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même plutôt préférer quelque chose de plus hermétique. On va bien sûr, par exemple, s'orienter vers des fermenteurs coniques, ou si on n'a pas trop le budget, on va plutôt utiliser des seaux Brico-Dépôt qui sont largement suffisants si on n'a pas le budget, sinon c'est quand même plus sympa d'utiliser un fermenteur conique. Par contre, si vous décidez d'utiliser des seaux en plastique, faites bien attention qu'il y ait ce symbole qui apparaît là, que j'ai mis à côté de mon petit seau Brico-Dépôt, qui indique que le plastique est fait en polypropylène, un plastique qui est utilisé dans l'industrie agroalimentaire et que donc on peut très bien l'utiliser pour fermenter nos bières. Donc maintenant, on va s'intéresser à la température. Donc c'est quelque chose qui est vraiment absolument indispensable si on veut de la constance dans nos bières et si on veut des bières de très haute qualité. D'ailleurs, pour vous montrer ce degré d'importance du contrôle de la température, Chris White, dans son livre Yeast, indique que contrôler la température, c'est bien plus important que de décider si on va utiliser un fermenteur conique ou un seau en plastique. Donc bien sûr, si on peut avoir les deux, le fermenteur conique plus le contrôle de la température, effectivement, c'est l'idéal. Mais si vous devez choisir entre les deux, si vous avez un petit budget,
franchement investissez dans un Inkbird, donc qui va vous aider à contrôler la température de votre chambre de fermentation, et choisissez un fermenteur en plastique et ça ira très bien. D'ailleurs, donc, cette fameuse température, c'est le premier facteur sur lequel on va se tourner si on a un problème dans notre bière qui n'est pas une infection. D'ailleurs, on peut dire aussi qu'une température basse ou une température élevée va très fortement influencer les faux goûts qui peuvent apparaître dans notre bière. Et attention à ceux qui disent que bon, c'est pas grave, je commence, je fais des petits brassins de 5, de 10 litres, donc la température c'est pas trop mon problème, je vais m'en préoccuper après. Dites-vous pas ça parce que c'est vrai que plus votre volume est petit et plus les changements de température qui vont opérer dans la pièce vont affecter rapidement votre brassin. Donc c'est d'autant plus important, enfin c'est important pour tout le monde, mais c'est d'autant plus important de contrôler sa température si on fait des petits brassins. Enfin, pour terminer cette introduction à la fermentation, on va s'intéresser au suivi justement de la fermentation. Donc pour ça, on a plusieurs options, plusieurs solutions qui vont être soit gratuites, soit il va falloir investir un petit peu, voire beaucoup, selon les solutions qu'on va vouloir adopter. Donc la première, donc la plus simple, c'est juste tout simplement l'observation. Donc ça va être encore plus simple par exemple pour ceux qui fermentent dans des dames Jeanne. Donc vous avez juste à soulever le tissu qui vous sert d'occultant pour voir ce que fait votre levure, donc si elle est complètement en précipitation, en phase tumultueuse, ou si on a le Krausen qui est en train de se former. Vous pouvez observer également la lie qui se trouve au fond de votre fermenteur, etc. Moi par exemple, comme j'utilise des seaux en plastique, je peux un peu moins facilement observer tout ça, mais ce que je fais quand même, c'est que j'utilise la lampe torche de mon téléphone et je colle mon téléphone au-dessus de mon fermenteur sur le couvercle, et on a quand même un aperçu, on arrive à voir quand même s'il y a du mouvement ou plus du tout dans notre fermenteur, donc ça nous donne quand même une petite indication sur où on se trouve au niveau de la fermentation. Ensuite, on peut utiliser un thermomètre qu'on va tout simplement coller sur notre fermenteur. Ensuite, on peut vérifier la densité. Donc, je vous avoue que moi, jusqu'à maintenant, je l'ai encore jamais fait pendant la fermentation. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je fais des brassins quand même assez petits. Voilà, je suis sur 20 litres dans mon fermenteur. Et je trouve qu'à un niveau de brasseur amateur, c'est quand même prendre beaucoup de risques d'oxydation, d'infection, et en plus on perd à chaque fois une quantité quand même assez considérable de notre bière, puisque chaque échantillon qu'on doit prendre pour vérifier notre densité, c'est tout ce qu'on n'aura pas à boire au final. Donc c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, mais très récemment j'ai acheté un ice spindle, donc je vais enfin pouvoir vérifier la densité de mes bières qui sont en train de fermenter, mais voilà, c'est vrai que jusqu'à maintenant je le faisais pas, et il n'y avait pas mort d'homme. C'est vrai que ça serait beaucoup mieux de le faire, mais voilà, à l'échelle de brasseur amateur, tant qu'on n'a pas de ice spindle, je pense que c'est quand même un peu compliqué, ou un peu risqué au moins. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est vérifier le pH. Donc ça, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'on va pas vraiment le vérifier pendant la fermentation, mais plutôt à certaines étapes avant et après notre fermentation. Donc ça, je dirais que c'est les solutions qui vont être plus ou moins accessibles, et quand même plutôt plus que moins accessible à un brasseur amateur. Après, c'est vrai que quand on est à un niveau professionnel, on va devoir également vérifier l'oxygène et le dioxyde de carbone. Mais ça, pour moi, par exemple, j'ai encore jamais fait. Ce qui est important dans ces observations de notre fermentation, c'est que on va devoir en faire un suivi, c'est-à-dire qu'on va devoir le faire plusieurs fois durant les phases de notre fermentation pour pouvoir avoir un contrôle qualitatif, et également si vous avez au final un problème dans votre bière, vous allez pouvoir détecter plus facilement où ça a commencé à pêcher. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les bases de la fermentation. Donc toutes ces informations, je les ai tirées, comme je vous le disais en début de vidéo, de plusieurs sources. Donc je me suis basée sur le livre How to Brew de John Palmer, le livre Designing Great Beers de Ray Daniels, le livre Yeast de Chris Wright, et enfin le livre Technology Brewing and Malting de Wolfgang
Kunz. J'espère que cette première vidéo de cette nouvelle série vous aura plu et vous aura appris des choses. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas encore trouvé de nom à cette série. Donc si vous avez des idées et que vous voulez les partager, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à me faire savoir si cette vidéo vous a plu en commentaire et à la liker si c'est le cas et à vous abonner. Et moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à mercredi prochain pour notre nouvelle dégustation.